accompagne les organisations, donc entreprises et fondations qui se questionnent sur leurs enjeux de responsabilité. Un autre point qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on s'applique souvent à nous-mêmes ce que l'on prône à l'extérieur. Donc bien sûr, on a adopté la qualité de société à mission en février 2020. Pourquoi pas avant? Parce que les tribunaux n'étaient pas prêts, puisqu'il y a des changements de cabis assez particuliers à effectuer. Et bien sûr, on est Bicorp également depuis 2018. Et je vous parlerai en quelques mots de l'articulation Bicorp et mission, parce que c'est encore un sujet où on entend tout et n'importe quoi. Et dernier point aussi qui peut vous intéresser, comme l'un de nos engagements statutaires est de contribuer à faire évoluer les standards en France, on est co-initiateur de la communauté des entreprises à mission. Donc très rapidement, une communauté qui s'est créée en 2018, qui est une association à visée d'intérêt général, qui regroupe aujourd'hui une centaine de membres, dont bien sûr la FDJ et Maïf font partie. Et l'enjeu de cette communauté, c'est de se questionner, de cheminer entre pairs sur ces sujets-là et de faire rayonner le modèle de la société à mission en France et en Europe. Voilà en quelques mots. Pour vous en dire un peu plus sur Franck et Vincent, je vais parler à leur place. Donc Franck a été nommé à l'été 2019 Chief Mission Officer pour donc surveiller la mise en œuvre des engagements associés à la raison d'être de la Maïf et préserver la cohérence entre la raison d'être et les actions de l'entreprise. Il faut préciser, c'est ce qui est intéressant, que Franck, auparavant, occupait des fonctions purement métier et business au sein de la Maïf. Il s'agit bien évidemment d'une création de poste et qu'aujourd'hui, le département RSE a été intégré au département de la mission. Je vous rappelle que Maïf est passé société à mission officiellement à la suite de l'AG exceptionnel du 11 juillet dernier, donc on parle de choses très récentes. Vincent, là aussi un CV en hyper accéléré, mais c'est intéressant d'avoir en toile de fond le parcours des intervenants avec lesquels vous allez échanger. Donc Vincent a d'abord fait partie de la direction générale du Trésor, dis si je me trompe, puis a été DIRCAB à la FDJ et aujourd'hui directeur de la RSE depuis début 2018. Donc la FDJ a inscrit la raison d'être dans ses statuts, donc là aussi très récemment, le 18 juin dernier, lors d'un vote, à l'issue d'un vote positif en Assemblée générale. Donc voilà pour nos deux intervenants très rapidement. Et ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, en réalité, est issu d'une exploration qui est plus collective que ça, puisqu'on a embarqué 14 interlocuteurs du monde de l'entreprise avec nous pour réfléchir à ce sujet. Et donc, vous le voyez, on a typé les différents interlocuteurs avec lesquels on a travaillé. Donc certains, ils étaient penchés sur le sujet RSE et raison d'être, non statutaire. D'autres sur le sujet RSE et raison d'être statutaire. Et enfin, d'autres, dont la Maïf fait partie, entre la mission et la RSE. Donc la publication d'ailleurs que l'on a finalisée à ce stade, on la diffusera d'ici fin octobre et elle sera en publication libre sur notre site. Alors un point important, pourquoi on s'est posé cette question en fait? Pourquoi c'est intéressant de se poser cette question? Parce qu'au fond, on peut très bien se dire, RSE et raison d'être, c'est pas très grave de l'articuler en conscience, tout ça va dans le bon sens, c'est très bien. Mais en fait, c'est pas si simple. Parce que vous remarquerez qu'aujourd'hui, quand on argumente ou qu'on discute de ces sujets-là, il y a à une personne une conviction, il n'y a absolument aucune règle générale, et comme les mots ont un sens, si dans notre cadre réglementaire, il est spécifié raison d'être ou mission, c'est bien parce que ce n'est pas la même chose que la RSE. Donc on se dit aussi quelque part que quand on prend un tout petit peu le temps de valider de quoi on parle quand on parle de tout ça, derrière on peut imaginer que articuler ces deux concepts en conscience dans son organisation peut amener plus de valeur. Donc voilà assez simplement comment on a pris le sujet. Alors un premier point, je vais être très rapide parce que ce qui est intéressant c'est de parler de la réalité opérationnelle, mais c'est intéressant quand même de se repencher dans le sens des mots. Rappelez-vous, ce qui est extraordinaire avec la loi Pacte sur le 1833 et 1835, c'est que le management se réapproprie le sens des mots. Profitons-en, enfin. Donc si on regarde le sens des mots, quand on regarde le concept de RSE, d'où ça vient en fait? Si on regarde l'étymologie, le terme de responsabilité renvoie à l'engagement ou à l'assurance d'assumer les conséquences de ses actions.
Quand on applique ce terme au monde de l'entreprise, qui est devenu RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, on a de la chance. Depuis 2010 et l'ISO 26000, on a une définition internationale et partagée par tous. Donc vous découvrez ici, vous la connaissez par cœur, on ne va pas y revenir. C'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue au développement durable et prend en compte ses parties prenantes. Point. Ça, c'est la définition sur laquelle tout le monde s'accorde depuis maintenant plus de 10 ans. Quand il s'agit de la raison d'être, très intéressant, la loi se garde bien d'en donner une définition. Les seuls éclairages que vous pourrez trouver, c'est dans l'exposé des motifs de la loi ou dans l'excellent rapport Nota-Sénard. C'est tout. Et ce qu'on voit dans l'exposé des motifs, la raison d'être exprime ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société, permet de ramasser en une formule ce qui donne du sens à l'objet collectif qu'est l'entreprise, un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise et les actions qui en découlent. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Alors, en accéléré, là aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, nos enseignements, ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est qu'avec la raison d'être, on aborde le concept de l'utilité en majeur. Donc, quand on répond à un questionnement qui est assez fondamental sur pourquoi on existe, pourquoi je risque de mourir demain, qu'est-ce qui me ferait mourir demain, comment je me projette dans le monde de demain, c'est quoi les choix et les renoncements que je dois opérer en termes d'organisation. En fait, l'entreprise, cet objet d'intérêt collectif, comme le rappelle le rapport Nota-Sénard, explicite par sa raison d'être son utilité pour son écosystème et pour la société. Et on le voit, on le verra après, enfin, vous devez déjà commencer à comprendre qu'on n'est pas du tout dans le même registre de identifier, recenser les impacts et les traiter. Deuxième idée clé bien à retenir sur la raison d'être, c'est que derrière la raison d'être, il y a une obligation de moyens. Aujourd'hui, on parle d'un cadre légal. On n'est absolument pas dans une intention, dans un slogan. Derrière une raison d'être, il y a, même si on n'est pas du registre de la mission, on verra après la différence, mais derrière une raison d'être, il y a des engagements, des objectifs, des principes. Donc une raison d'être est opposable. Et enfin, un dernier point qui relève parfaitement de cette définition, c'est que la raison d'être est une boussole. C'est une boussole qui est au-dessus de la stratégie et qui est une grille de lecture pour permettre d'avancer et d'avoir des clés d'arbitrage partagées par tous. Et d'ailleurs, si on regarde la slide suivante, la raison d'être, qui est ce nouvel objet méta dans l'entreprise, en fait, elle a des impacts sur tous les objets de l'entreprise. Aujourd'hui, on aborde particulièrement l'articulation raison d'être et RSE, mais on pourrait demain se revoir pour aborder l'articulation raison d'être et management et culture, raison d'être et gouvernance. Tiens, d'ailleurs, la communauté des entreprises à mission initie un GT sur le sujet, raison d'être et stratégie, etc. etc. Donc vraiment, on aborde, et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué pour les stratèges pour lesquels il n'y avait rien au-dessus de la stratégie, bah si, aujourd'hui il y a la raison d'être. Donc il est vraiment un objet méta au-dessus de tous les objets de l'entreprise. Alors, si on regarde, là je m'en excuse, hein, on fait un hyper accéléré de plusieurs mois de réflexion, mais quand on se dit, c'est quoi les analogies, c'est quoi les différences entre la RSE et la raison d'être? Il suffit peut-être déjà de regarder l'articulation de la loi. Quand on regarde cette architecture, déjà on a un premier éclairage assez net. Rappelez-vous, 1833, 1835, une fusée à 7 étages, à 3 étages, ou un escalier à 3 niveaux, peu importe. Le premier niveau, changement de la définition de la société dans le Code civil. Et qu'est-ce qui est rajouté? La société gérée dans son intérêt social. Enfin bon, je pense que vous connaissez par cœur tous ces sujets-là. Et ça vaut pour tout le monde. Donc ça veut dire que demain, enfin déjà on reconnaît qu'une entreprise a un intérêt en propre, indépendamment de l'intérêt de ses actionnaires, et de deux, que l'arbitrage quotidien sur les impacts socio-environnementaux fait partie du day-to-day d'une entreprise. Et ensuite, les deux propositions sur la base du volontariat, donc avec ce fameux concept de raison d'être, et le troisième niveau, qui est celui de la société à mission. Alors, je me permets de faire un reminder pour qu'en un éclair, tout le monde soit bien clair sur la différence entre le deuxième et le troisième niveau. Là aussi, pour qu'on évite de vous raconter des histoires dans la presse ou ailleurs,
C'est très simple. Le niveau intermédiaire de la raison d'être, en fait, est issu du même cadre conceptuel que celui de la société à mission. Il s'agit d'un niveau d'engagement qui est différent, c'est tout. Donc, si on part de l'étage numéro 3, une société à mission est une société qui a réfléchi à sa raison d'être, collectivement, qui l'a formulée, qui a associé les objectifs pour pouvoir la faire exister dans son activité. Et c'est ces deux éléments-là qu'elle va loquer dans les statuts, assortis d'un comité de mission, qui est réglementaire, et donc elle accepte également de se faire vérifier par un organisme tiers indépendant. Qualité révocable. La société à raison d'être statutaire, on est exactement dans le même cheminement intellectuel, on se dote d'une raison d'être, on y associe des objectifs sinon la raison d'être n'existera pas. La LDJ en est un très bon exemple, Vincent va vous en parler ensuite. Et on a à minima un comité de parties prenantes en termes de crédibilité pour avoir cette vision élargie sur l'activité de l'entreprise. La différence, elle est statutaire. Donc ça veut dire que là, il n'y a que la raison d'être dans les statuts. Derrière, prenez bien en compte certaines difficultés politiques, tactiques, stratégiques, de ne pas pouvoir tout faire tout de suite. Tout ça est un chemin, mais quand même, voilà, il y a quand même des différences. Alors, pour revenir à notre sujet, maintenant que c'est alors oui, puis vous avez compris quand même, parce que nous, on est très militants, hein, donc nous, on promeut très clairement le modèle de la société à mission. Voilà, on pense que c'est le modèle qui amène, contrairement à tout ce qu'on peut penser, qui amène un cadre formel et qui facilite la dimension juridique pour les entreprises qui veulent se doter d'une vision élargie de leur rôle sociétal. Voilà. Donc vous l'avez compris, ici le principe de la RSE est désormais constitutif de l'intérêt propre d'une entreprise, c'est un socle, et chaque entreprise, chaque organisation a l'opportunité de définir son projet collectif singulier à long terme et son utilité pour son écosystème. Charge à elle, au niveau politique ou tactique, de se situer sur la deuxième ou la troisième marche. On va dire que c'est une mécanique et une marche en avant. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Maintenant, je pense que c'est assez clair dans votre esprit. Si on le schématise, vous savez, nous on aime bien schématiser la complexité. Si on le schématise, c'est quoi au fond les analogies? Parce qu'il y a des analogies très fortes entre le concept de RSE et le concept de raison d'être. Le premier, évidemment, les parties prenantes, bien sûr. Et c'est ça depuis l'origine, dans la démarche de responsabilité, c'est ça qui fait la différence. C'est comment je prends en compte mes parties prenantes dans la façon de mener mon organisation. Deuxième analogie, bien sûr, les gigantesques défis sociaux et environnementaux qui nous entourent. Comment aujourd'hui être légitime dans la formulation d'une raison d'être sans prendre en compte ces défis-là? Dernière analogie, un cadre légal. On a un cadre légal côté RSE et on en a maintenant un côté raison d'être, article 1835 du Code civil. Aujourd'hui, quand on parle de raison d'être en France, on ne parle pas de n'importe quoi. Il y a une loi derrière. Maintenant, on aborde les différences. En fait, déjà, premier point, la définition. D'un côté, c'est recenser et assumer ses impacts sur la société et sur l'environnement pour contribuer au développement durable. De l'autre, la définition, c'est le sens, la cause véritable et profonde de son existence. La question posée, pour faire simple, ça serait quels sont nos impacts et comment les traiter, alors que sur la raison d'être, c'est en quoi souhaitons-nous être utiles? On voit déjà comment ça s'articule. Que d'un côté, il y a un socle de crédibilité et de façon de faire, alors que dans l'autre, il y a des choix de combat singuliers qui résonnent avec ce qui est vital pour l'entreprise. Et enfin, les différences, c'est que d'un côté, il y a un cadre normatif, de l'autre, il n'y en a pas. Vive la liberté d'entreprendre. On verra comment ça va se passer dans les années qui viennent. Donc voilà, très rapidement, dernier point, sur les synergies possibles, les questions à se poser, vous qui êtes en chemin. En fait, il y en a trois. La troisième étant une fausse question dans la mise exprès. Les deux premières questions, c'est les objectifs. Quand vous mettez en place des politiques de responsabilité, vous recensez vos impacts et vous mettez en place une feuille de route pour pouvoir les traiter. Alors quand vous formalisez votre raison d'être, et on bascule comment je la fais exister, à travers quel driver. Mais au fond, comment ces objectifs s'articulent. Vous ne pouvez pas
faire l'impasse sur le fait de vous poser la question des priorisations entre ces deux types d'objectifs. Certains objectifs qui vont être vitaux pour la marche en avant de l'entreprise et d'autres qui sont plus du registre du normatif et de la cohérence de vos pratiques. Deuxième point très important, et on a un bon exemple avec Maïf et FDJ, le sujet de l'organisation. Est-ce qu'il y a une organisation commune au sein de l'entreprise? Est-ce que la RSE est intégrée dans l'organe de pilotage de la raison d'être, ou est-ce qu'en fait vous avez des organisations coordonnées? Là aussi, il n'y a pas de règle. Il faut réfléchir en fonction des niveaux de maturité, des modes de fonctionnement de l'entreprise, mais c'est une question importante à se poser. Et le dernier point sur la question du temps, à quel moment faire les choses? En fait, là, c'était un peu... on s'est dit finalement, il suffit de répondre à deux questions simples. Est-ce qu'on peut se doter d'une raison d'être sans avoir au préalable une politique de RSE structurée? Et est-ce qu'on peut se lancer dans une démarche de formulation de sa raison d'être et en même temps l'étayer par une approche plus normative pour assurer la crédibilité de la raison d'être et son impact? Oui aux deux questions. L'enjeu, c'est de toute façon d'avoir un socle de crédibilité très fort quand on a une raison d'être. Vous connaissez le quiproquo, on est responsable et inutile, ou on est utile et irresponsable? Non. Donc il faut bien avoir les deux, mais tout ça pour vous dire que les registres ne sont pas les mêmes et que c'est intéressant pour une organisation économique de se poser ces questions-là pour être bien sûr que ces deux objets apportent leur pleine puissance et leur pleine valeur. J'en ai fini pour ça en hyper accéléré. Juste en une microseconde, j'avais dit que je vous parlerais de Bicorp. Nous sommes Bicorp. Il n'y a pas une seule question d'assessment Bicorp qui nous sert en termes d'objectifs sur notre raison d'être. En fait, c'est un élément de crédibilité dans nos façons de faire. Peut-être c'est sur l'actionnariat salarié, parce que nous, en termes d'enjeux, on a un gros enjeu à embarquer les consultants sur le projet collectif. Mais c'est pour vous dire que sur 200 questions, il y en a peut-être une qui fait sens de remonter au niveau de notre raison d'être. Toutes les autres sont vraiment des questionnements normatifs de crédibilité dans nos pratiques. Voilà. Donc, et là aussi, ça dépend des entreprises, mais on n'est donc pas sur le même registre. Alors, ce qu'on voulait vous proposer pour Vincent et Franck, c'est qu'ils prennent le temps d'explorer les questions autour de deux grandes questions. C'est ça qu'on avait dit, hein, pas la suite de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, ou peut-être ça fait plus... On s'adapte. Ouais. On s'adapte, ouais, France. Non, parce que nous, on aime bien essayer de prendre le temps dans ce temps super court, donc qui vous raconte un peu les choses. Donc on s'est dit, ce qui pourrait vous intéresser, c'est de comprendre pourquoi Maïf et FDJ ont saisi l'opportunité de la mission de la raison d'être, alors que c'est des entreprises qui ont une ancienneté et une histoire en termes de maturité sur la responsabilité sociétale d'entreprise qui est forte. Donc pourquoi ces deux entreprises ont pris ce chemin-là, et qu'ils vous fassent toucher du doigt les premières conséquences opérationnelles en termes d'organisation, de politique, de gouvernance, de KPI, de reporting. Voilà, pour que vous commenciez à voir concrètement qu'est-ce qui est en train de se passer, sachant que, vous avez bien compris, c'est tout neuf. La peinture est encore fraîche. Mais voilà, c'est intéressant que vous ayez un premier baromètre. Et peut-être, Franck, je te propose de prendre le point à la volée. Très bien. Merci Anne-France. Heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que la Maïf a saisi l'opportunité de la mission et de la raison d'être? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait qu'on a vécu un moment de l'entreprise qui était en convergence avec ce que vivait aussi la nation, à travers notamment l'émergence de la loi Pacte. Donc, le moment de l'entreprise, c'est quoi? On était en train de préparer un nouveau plan stratégique et on s'est dit, en cherchant les axes clés qui nous permettent de travailler à la fois notre performance et notre résilience à long terme, il faut qu'on insiste sur un pilier clé de nos plans stratégiques précédents, ce qu'on appelle la singularité. Donc on a une stratégie de différenciation sur le marché et donc on a voulu insister sur cette singularité. Et cette singularité, on va le voir, c'est directement connecté
à nos parties prenantes. Dans notre manière d'imaginer notre différenciation, c'est dans l'utilité à nos parties prenantes. Et ça a rencontré, dans un moment assez particulier, la vie de l'entreprise a rencontré finalement l'évolution nationale autour de la loi Pacte. Et on s'est dit, mais c'est vraiment très intéressant comme moment, puisque finalement, les politiques, la société française, les citoyens, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en termes d'enjeux socio-environnementaux qui viennent justement appuyer le fait qu'on a raison de se projeter stratégiquement autour de cette notion de singularité. Donc on a eu finalement une convergence entre le momentum interne et le momentum de l'environnement. Donc ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que vous verrez peut-être dans la presse, ou vous l'avez peut-être lu par le passé, en fait, nous, on a l'impression d'un continuum, en fait. L'entreprise, elle est engagée depuis son origine. On s'est créé en 1934. Depuis l'origine, on est créé au service de nos sociétaires. Nos clients ne sont pas que des clients, ce sont des sociétaires. Et c'est vraiment très ancré dans notre ADN. On a aussi, depuis de nombreuses années, une politique RH qui se veut progressiste, qui est sensible à la manière dont les salariés arrivent à trouver leur place dans l'entreprise, dans la société en général, grâce à leur travail. On a aussi des acteurs internes qu'on appelle des militants, qui sont très impliqués dans la vie de l'entreprise. Et puis, ces dernières années, sur le plan RH, on s'est aussi attelé à tout ce qui est management par la confiance, entreprise libérée, etc., parce que ce sont des sujets qui résonnent par rapport à notre manière de voir le management. Et puis aussi, depuis 2003, on a une politique RSE assez ambitieuse qui va au-delà, on va dire, dans notre esprit, du normatif qu'explicitait Anne-France tout à l'heure. Et finalement, le fait de devenir société à mission, c'est en totale continuité avec notre histoire, avec notre ADN. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire que ça ne change pas grand-chose. Et en même temps, ça change complètement tout. Ça change tout parce que on est obligé d'être beaucoup plus transparent, on affiche nos objectifs, on est obligé de faire des choix, on est obligé aussi, probablement en arrière-plan, de faire des renoncements. Et donc, comme le disait Anne-France aussi, ça vient à un niveau encore plus stratégique, irriguer toutes nos réflexions. Même si on était déjà en chemin depuis de nombreuses années, on sent qu'on passe un cap parce qu'on affiche de manière visible auprès de tout le monde ce qu'on a l'intention de faire. Et aussi parce que la loi prévoit de rendre compte à travers le reporting via un comité de mission et finalement un avis qui est émis par un comité de mission et aussi par le contrôle externe par un organisme tiers indépendant. Et donc finalement, on franchit un palier supplémentaire en termes de niveau de visibilité de ce qu'on fait et aussi, du coup, en termes d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à notre fonctionnement quotidien, par rapport à toutes nos décisions. Donc, on voit bien que c'est un mouvement qui s'inscrit totalement dans notre histoire et en même temps, c'est quelque chose d'assez... C'est quand même un tournant. Il y a une continuité, mais c'est quand même un palier très, très différent en termes d'investissement et d'exigence pour nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est... Merci Franck, c'est parfait. C'est clair. Gardez bien en tête vos questions. On n'en a pas parlé, mais on va les faire à l'oral, les questions à la fin, parce qu'on n'aura pas besoin de l'outil numérique. C'est une petite salle. Vincent, peut-être que tu peux enchaîner sur pourquoi. Oui, alors bien sûr. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui font écho à ce que Franck vient de dire. Je pense que moi, je vois 4 raisons en fait, qui nous ont poussé à prendre cette opportunité, qui était à la fois ce que disait Franck, c'est-à-dire que c'était une réflexion assez naturelle, au fond pour nous, qui faisait beaucoup écho à ce qu'on était, à notre modèle, de par notre histoire. On a été créé quasiment au même moment que la Maïf, puisque on est les héritiers de la loterie nationale qui a été créée en 1933, et qui a été créée en fait par les anciens combattants avec un but sociétal qui était justement venir en aide aux blessés de la Grande Guerre, en particulier aux gueules cassées. Donc cette histoire elle est toujours très présente chez nous puisque les anciens combattants et les gueules cassées sont toujours à notre capitale. Aujourd'hui
ils ont à peu près 15% du capital de l'entreprise. C'est comme une grande fondation actionnaire finalement qui serait là depuis le début. Donc cette histoire-là, elle nous mettait en lien avec voilà, l'intérêt général des grandes causes et l'utilité sociétale. On a aussi, parce qu'on est un opérateur de jeux d'argent, donc c'est un domaine particulier, et on est un opérateur en monopole sur une bonne partie de notre activité. On a, en fait, par le cadre de régulation, des missions d'intérêt public qui sont de canaliser la demande de jeu dans un circuit contrôlé, de lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent, et aussi de lutter contre tous les phénomènes d'addiction liés aux jeux d'argent. Donc cet enjeu-là, il était aussi très fort pour nous. Comme Franck l'a dit, on avait aussi une politique RSE qui était assez volontariste et structurée depuis assez longtemps. Et puis elle s'appuyait elle-même sur une gouvernance très ouverte et en fait un dialogue avec nos parties prenantes qui était très étroit et depuis très longtemps structuré dans des instances, dans des enceintes. Donc je dirais que de ce fait, quand la loi Pacte est arrivée, on s'est assez vite mis finalement dans cette idée-là, parce que justement, et là je rejoins parfaitement ce que dit Franck, c'était quand même l'occasion de passer un cap et finalement d'ordonner tous ces éléments qui étaient un peu constitutifs, qui étaient là, mais finalement de les ordonner, de les assumer, de les inscrire et aussi de les articuler les uns avec les autres dans une vision qui serait globale, cohérente et aussi pérenne, inscrite dans le temps et dans le temps long, je dirais. Donc l'idée, c'était d'assumer et d'expliciter un modèle qui est une sorte de triangle entre la performance, la responsabilité et l'utilité sociétale. Et puis une troisième raison, une troisième opportunité, c'était qu'on était à un moment très particulier de la vie de l'entreprise, puisque en fait quand la loi Pacte est arrivée, dans la loi Pacte il y avait aussi des dispositions qui organisaient la privatisation de l'entreprise et qui ouvraient la voie à son introduction en bourse. Et en fait dans ce contexte, et la direction générale de l'entreprise tout de suite en fait a perçu l'intérêt finalement de travailler ces deux projets qui étaient très structurants en parallèle, qui étaient en fait de rassurer au moment où on se posait beaucoup de gens autour de nous se posaient des questions sur qu'est-ce que ça allait changer dans la vie de l'entreprise. Et bien en fait, formaliser notre raison d'être à ce moment-là, c'était une façon justement d'assumer et d'affirmer la pérennité de notre modèle et le fait qu'on allait l'inscrire dans la durée, quelle que soit l'évolution de notre capital et quelles que soient les modalités, c'est-à-dire le fait qu'on allait devenir une société cotée. Et au fond, c'est quelque chose qu'on n'a pas simplement affirmé à nos parties prenantes habituelles, mais aussi à nos nouveaux actionnaires qui ont rejoint le capital de l'entreprise à l'occasion de cette introduction en bourse. Et donc, là aussi, la cohérence avec ça, c'était de l'inscrire dans les statuts, parce que c'était une sorte de cadre qui posait finalement les conditions dans lesquelles l'entreprise allait dorénavant poursuivre son activité dans un cadre nouveau, mais avec une raison d'être qui, elle, n'avait pas changé et qui désormais serait je dirais, clarifiée. Et puis, la quatrième opportunité qu'on a vue, on l'a vue à la fois pendant et même après, et on la voit encore aujourd'hui, c'est que c'était aussi l'occasion tout simplement de réinterroger, de réinterroger nos collaborateurs et nos parties prenantes sur comment eux percevaient justement notre raison d'être et ce qu'on devait faire. Et donc ça a été pour nous la base tout un dispositif de co-construction avec des ateliers. On a travaillé avec plus de 200 de nos collaborateurs. Ça a duré près d'1 an. On a travaillé avec eux sur la raison d'être, sur les engagements. Et on a aussi consulté nos principales parties prenantes. On leur a y compris au moment fourni des drafts de raison d'être sur lesquels ils nous ont challengés. Et je dirais que c'est ça qui nous a permis à la fin d'arriver avec quelque chose de beaucoup plus fort au fond. Et qui nous a d'ailleurs, moi qui m'a conduit à me rendre compte à quel point finalement c'était important, indépendamment même de la raison d'être, simplement le processus lui-même, le chemin indépendamment du point d'aboutissement était au moins aussi important, parce que c'était l'occasion de dialoguer, d'avoir des échanges qu'on a peut-être quand on est dans le quotidien de nos actions, de tout ce qu'on fait, on perd des fois un peu cette occasion d'échanger avec les collaborateurs, et là on a vraiment eu cette occasion-là, et c'était extrêmement riche, même si c'était extrêmement engageant pour la suite, puisque évidemment quand on les fait travailler là-dessus, ils ont des attentes et des exigences d'autant plus fortes pour la suite. Donc, voilà. Très clair. On a déjà une question qui nous titille, mais je la poserai si personne ne la pose dans la salle, sur la FDJ, mais je ne dis rien. Suspense. Franck, est-ce que tu peux nous éclairer sur les premières conséquences en termes d'organisation, en termes de gouvernance ou autres,
que vous aviez anticipé ou que vous êtes en train de mesurer aujourd'hui à la Maïf sur le fait d'avoir instauré cette mission statutaire au regard des practices RSE précédentes ou plus globalement? Alors, il y a beaucoup de conséquences opérationnelles, organisationnelles. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu la volonté d'accompagner ce mouvement vers la raison d'être et la société à mission via une petite réorganisation interne avec création d'une direction mission impact, du poste de Chief Mission Officer et qui intègre l'entité RSE qui antérieurement était connectée à la communication. On travaille toujours beaucoup avec la communication, mais du coup c'est dimensionné à côté et c'est en lien direct avec le directeur général. Bien évidemment, comme on fait figurer nos engagements dans nos statuts, il y a une logique où finalement on brûle nos vaisseaux. Il n'y aura pas de retour arrière, donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à travers le niveau d'exigence. On passe un stade de niveau d'exigence qui est encore plus important. Ce qui veut dire que, et c'est aussi pour ça, par rapport à mon parcours, c'est que moi je viens du monde du chiffre, je viens du monde du pilotage, du reporting. Et là, on se rend compte que l'exigence de mettre en place une feuille de route, être en capacité de suivre des indicateurs, de se projeter sur l'avenir, de rendre compte auprès des instances internes, donc comité de direction générale, conseil d'administration, mais aussi le comité de mission, mais aussi l'organisme tiers indépendant, ça devient au cœur de notre activité. On peut capitaliser sur des choses qui existaient déjà à travers la déclaration de performance extra-financière, etc., mais on voit qu'il faut sans doute qu'on aille encore plus loin. Bien évidemment, on a aussi toute une dynamique d'animation avec nos différents métiers, puisqu'on a fait le choix d'avoir une équipe, on va dire, dans la direction de la mission qui est relativement ramassée. On est moins de 10 personnes, avec l'intuition que pour que ça réussisse, il faut que l'ensemble des métiers soient connectés au sujet, et ça ne peut pas être un sujet de tour d'ivoire, de notre point de vue, en proximité, avec uniquement la direction générale. Donc, il y a tout un travail d'animation, et Marie, qui est là dans la salle, est en première ligne pour justement faire en sorte de faire émerger les nouvelles idées, les nouveaux indicateurs prévus par les métiers, aussi, dans un certain nombre de cas, peut-être impulser des mouvements plus ambitieux en lien avec nos nouveaux objectifs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, organisationnellement, est peut-être un peu sous les radars, mais en fait, dans le quotidien, c'est extrêmement important comme activité. Et puis, bien évidemment, on va avoir tout ce qui est mise en œuvre opérationnelle, des échanges avec le comité de mission, des échanges avec l'organisme tiers indépendant, et aussi d'intégrer dans nos process habituels de réflexion sur la feuille de route de l'entreprise, etc., d'intégrer tous ces sujets autour de la mission, et qu'on n'ait pas une logique qui pourrait être un peu schizophrène. D'un côté, j'ai une feuille de route on va dire traditionnelle, et puis à côté, j'aurai une feuille de route mission. Hein. Le but du jeu, c'est bien de faire en sorte que tout ça soit les deux faces d'une même pièce, voire voilà, la même œuvre. Il faut que tout ça soit fortement connecté, sinon on perd en dynamique, on perd en intensité, et on peut aussi parfois avoir l'impression d'être tiraillé. Et donc le but du jeu, hein, ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais en arrière-plan de tout ça, il y a la conviction qu'en fait, on peut arriver à tout concilier si on est justement dans une logique d'alignement, plus que dans une logique de compromis un peu complexe. Et peut-être, pour citer un exemple, au moment où on décide de rembourser, au moment de la crise sanitaire, une partie des cotisations automobiles à nos sociétaires, on le fait parce qu'on est complètement aligné. Notre utilité, c'est d'être en accompagnement de nos sociétaires. Au moment où ils ne peuvent pas rouler, quel est l'intérêt de faire des résultats qui seraient disproportionnés alors qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'utiliser leur véhicule. Donc pour nous, c'est complètement aligné, et on n'a pas vocation à faire des résultats
qui vont doubler une année où les Français ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire. Donc on voit que ça nous permet de dépasser des réflexes qu'on peut peut-être parfois avoir en étant trop focalisé sur l'économique de court terme. On s'est dit, ça va permettre de concrétiser une fois de plus combien l'utilité vis-à-vis de nos sociétaires est au cœur de notre modèle et au cœur de toutes nos décisions, y compris quand elles représentent une centaine de millions d'euros qu'on met sur la table pour une telle décision. Merci beaucoup, Franck. Vincent, est-ce que tu peux nous donner quelques billes sur les conséquences opérationnelles chez vous? Oui, bien sûr. Alors, en fait, d'une certaine manière, puisque nous, on n'est pas société à mission, on a une raison d'être statutaire, au fond, les conséquences opérationnelles qui en découlent, elles découlent justement de la façon dont on a construit notre raison d'être. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de la raison d'être une fin en soi, déjà. C'est plutôt c'est peut-être certes un aboutissement, mais c'est surtout un point de départ. On n'a pas non plus fait notre raison d'être, je dirais, de manière isolée. Voilà, elle est accompagnée d'engagement. On n'a pas fait notre raison d'être, je dirais, tout seul dans notre coin. On l'a faite avec, évidemment, tous les collaborateurs, mais aussi avec nos parties prenantes. Donc tout ça, en fait, fait que, forcément, là où certains, on entend dans les débats, se disent des fois, est-ce que la raison d'être, c'est pas un objet de communication ? En fait, pour nous, on l'a conçu pour que ça ne soit pas qu'un exercice de communication et que ce soit surtout quelque chose qui soit du concret, du réel et associé à des preuves. Et ça, c'est très clairement ce que si on en avait encore un doute quand on a commencé, même si on n'en doutait pas, mais quand on a commencé nos ateliers avec nos collaborateurs, la première chose qui est ressortie d'à peu près tous les ateliers qu'on a fait, alors qu'on rassemblait des gens qui venaient d'horizons extrêmement différents, c'était de dire, si c'est pour faire de la com, moi je m'en vais. Et c'était de dire, ok, on y travaille, derrière vous revenez nous voir, vous nous expliquez comment vous faites, et puis comment vous avancez, et il faut que ce soit quelque chose qui s'inscrive dans la durée. Voilà, donc au fond, au regard de tout ça, les conséquences opérationnelles qui en découlent, d'une part, on s'est doté d'engagements, on les a rendus publics, donc il faut les mettre en œuvre. Pour les mettre en œuvre, évidemment, c'est ce que disait Franck aussi, il faut se réordonner au fond pour à la fois structurer ou bien réidentifier les actions qui contribuent déjà à ces engagements et puis celles sur lesquelles il va falloir aller plus loin, les nouvelles actions. Il faut en plus évidemment toute une logique d'évaluation et d'indicateurs, et ça c'est clairement quelque chose qu'on est en train de faire, et c'est quand même un vaste programme. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, pour que ça ne soit pas un dialogue de l'entreprise juste avec elle-même, donc constituer, ça a été notre choix aussi, un comité de parties prenantes. On ne l'appelle pas comité de mission parce qu'on n'est pas société à mission, mais on met en place un comité de parties prenantes. Il sera installé à la fin du mois de décembre, au début du mois de décembre plus exactement. Alors tout ça a été évidemment chamboulé aussi par la crise sanitaire, hein, mais clairement c'est très important parce que ça va être aussi l'instance dans laquelle, avec un certain nombre de représentants de nos principales parties prenantes et des experts sur des sujets clés pour nous, on va pouvoir simplement expliquer comment on met en œuvre notre raison d'être, nos engagements, et sur cette base, comment aussi instaurer un dialogue de haut niveau en présence de notre présidente directrice générale, hein, qui sera là à toutes ces réunions. La troisième conséquence opérationnelle, c'est d'engager toute l'entreprise pour faire les deux premiers éléments que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui doit uniquement être la chose du management, bien au contraire. Donc il faut embarquer la direction générale, les grands directeurs, toutes les entités qui contribuent directement aux engagements, mais aussi tous les collaborateurs qui, au quotidien, contribuent à leur manière à ce programme, là encore. Donc nous, par exemple, tout ça est en train d'être fait, hein, mais on a décidé de nommer un directeur, on va dire un sponsor pour chaque engagement, qui est un membre du comité de direction générale. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste, moi je suis en charge en tant que directeur RSE du pilotage global de la mise en œuvre de ces engagements, mais évidemment si je suis tout seul, on ne va jamais y arriver. Donc en fait ça doit embarquer toute l'entreprise et les grands directeurs. Mais avec chacun de ces sponsors, il y a des référents qui sont désignés aussi dans les métiers et qui vont être chargés justement de faire cette coordination avec toutes les entités qui sont elles-mêmes concernées par tout ça. Donc c'est un vaste programme. Mais au-delà de ça, je dirais qu'on a aussi, et ça c'est les ateliers qui nous l'ont montré, un enjeu d'animer une sorte
voilà, de dialogue avec l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit d'ailleurs leur fonction, qui contribuent directement ou pas à ces engagements. Et ça, c'est véritablement une continuité qu'on doit créer avec tout le dispositif d'atelier qu'on a initié pour construire cette raison d'être et ces engagements, à la fois parce que c'est une demande des collaborateurs, très clairement, je l'ai dit tout à l'heure, ils nous l'ont exprimé, et aussi parce qu'en fait, nous, on se rend compte qu'on en a besoin, on en a vraiment besoin, parce qu'en fait, c'est une façon de dire, voilà, on va venir expliquer ce qu'on fait, on va se faire challenger, pas simplement par notre comité de parties prenantes, mais aussi par nos collaborateurs. Et puis bon, la dernière conséquence un peu plus méta, mais c'était dit tout à l'heure, c'est très bien dit dans les propos introductifs, mais l'idée c'est de faire de la raison d'être une boussole. Donc ça veut dire que c'est un guide pour la stratégie, c'est un guide pour la communication, c'est un guide pour nos actions du quotidien, et donc il faut que ça s'incarne et que ce soit visible. Donc pour nous, il y a beaucoup de conséquences opérationnelles. Ça veut dire qu'il faut en fait que la raison d'être soit un peu là, soit un peu tout le temps là, même si c'est pas uniquement parce qu'on la traduit, c'est dans nos actions du quotidien, il faut que ce soit cohérent avec cette raison d'être. Pour autant, on n'a pas décidé, et après il y a évidemment autant de situations différentes que d'entreprises, de faire énormément de changements de gouvernance par rapport à tout ça. En fait, on n'a pas changé la gouvernance, si ce n'est la constitution du comité de parties prenantes, qui était quand même un peu une obligation par rapport à ce qu'on faisait. Mais voilà, il n'y a pas eu de nouvelle gouvernance associée à ça, au sens où il n'y a pas de nouvelle structure organisationnelle qui a été créée. On a décidé finalement d'inscrire voilà, la mise en œuvre de ces engagements et de cette raison d'être dans la gouvernance existante, parce qu'on ne voulait justement pas recréer une gouvernance parallèle ou des chemins qui en fait seraient pas forcément cohérents. Donc c'est piloté au sommet par le conseil d'administration évidemment, ensuite par notre comité de direction générale et par les instances habituelles, parce que voilà, c'est toutes les actions de l'entreprise qui doivent être cohérentes avec cette raison d'être. Super, merci beaucoup Vincent. Il nous reste, si on est bien élevé, 5 minutes, si on est un peu plus mal élevé, un peu plus. Mais alors maintenant, on a envie de vous entendre. Est-ce que vous avez des questions? Moi, sinon j'en ai, hein, si vous n'en avez pas. Et on le fait avec du voix vocale, comme ça on n'a pas besoin de micro. Allez-y. J'ai une question sur la taille des entreprises qui favoriseraient ou défavoriseraient ce travail de raison d'être ou de mission. Est-ce que on a deux exemples là, de structures de grande taille? Est-ce que on peut envisager de faire facilement, sereinement le même exercice quand on pense PME? Alors, c'est une très bonne question, vous avez un exemple en face de vous. Moi, je suis une TPE. Et dans la communauté des entreprises à mission, vous avez beaucoup de PME et de TI. Donc en réalité, je parle sous couvert de mes complices dans cette affaire, mais vous avez 3 incontournables sur les processus. C'est des dirigeants mobilisés, sans eux, c'est même pas la peine. Et une dimension itérative, jamais se dire en un coup c'est fait. Comme c'est du cognitif, ça avance, et du collaboratif. Quand on a dit ça, après, vous imaginez bien que le collaboratif entre une entreprise de 20 000 collaborateurs et une entreprise de 10, on n'est pas dans le même registre. Mais même pour une entreprise de 20-30 personnes, c'est un dirigeant mobilisé, de l'itération et de la collaboration. Alors après, qui on met dans la collaboration? Est-ce que c'est tous les collaborateurs? Sur à quel moment ils interviennent? Comment intervient le dirigeant là-dedans? Là, tout est ouvert. Et vous remarquerez que chacun y va de son propre processus. Et Vincent l'a bien rappelé, même si Franck ne l'a pas dit, mais c'est extrêmement collaboratif et ça n'est surtout pas réservé aux grands groupes. Et d'ailleurs, les conséquences en termes de mobilisation, d'adhésion, d'appropriation du projet collectif par des PME est génial. Donc, on aurait pu imaginer, en effet, vous avez raison, l'intervenant qui représente les PME, mais croyez-en notre petite expérience. Je peux peut-être dire 2 mots sur le fait que dans le groupe Maïf, oui. c'est Maïf Avenir, notre fonds d'investissement qui fait moins de 10 personnes, qui est parti en éclaireur sur ce sujet, donc dirigeante mobilisée. L'intégralité de l'équipe a été associée à 3-4 ateliers de réflexion, connexion avec les parties prenantes. Honnêtement, alors forcément, sur les petites équipes, ça se voit, c'est un investissement, c'est vrai, mais c'est tout à fait supportable.
Donc, par ce biais-là, même si on peut donner l'impression d'être un grand groupe, on a aussi des déclinaisons dans des structures beaucoup plus petites en taille. Allez-y. J'avais une question. Donc, là, vous avez montré les grands engagements. Je voulais savoir, vous avez fixé, après, j'imagine, des objectifs, enfin des indicateurs. Donc, combien à peu près d'indicateurs pour chaque engagement? Est-ce que, parce que là, j'ai vu que c'était des engagements de moyens. Et quand moi, je pense que c'était la mission, je pense impact et résultats. Et du coup, je me dis, finalement, comment vous avez fait la part des choses? Est-ce que quand même vous avez justement des indicateurs de résultats? Et enfin, la dernière question, c'était est-ce qu'il y a qui va être le tiers évaluateur à part la commission, j'ai bien compris. Je fais juste un petit propos introductif. En fait, là, tu poses la question, une entreprise qui se projette sur les 20, 30, 40 prochaines années, imaginez dans un engagement statutaire mettre un objectif chiffré, c'est très compliqué. La mise en mouvement du collectif se fait sur des drivers qui sont des drivers de mise en tension, soit ce qu'on veut pérenniser, soit ce qu'on veut explorer, mais en aucun cas, enfin, sauf il y a quelques cas où on est en capacité de mettre du quanti dans un statut, mais tu verras souvent des drivers, des formulations de drivers sur des mises en tension d'entreprise qui seront des clés d'arbitrage et avec sous-tendu non statutaire une masse de feuilles de route pour mettre en mouvement l'organisation, mais là pour le coup la feuille de route elle bouge dans le temps, tu vois. Donc alors après je laisse peut-être répondre Franck sur oui, pour rentrer un peu plus dans le détail de notre mécanique, mais qu'on est aussi en train de roder, hein. C'est la première année qu'on le fait, puisque l'AG a eu lieu en juillet. Donc on est 2 mois après l'AG, on n'a pas encore tout ficelé. Donc nous, on a 5 objectifs statutaires que vous avez vus, plutôt définis de manière assez générique, pour nous projeter vers l'avenir sans avoir à faire des assemblées générales extraordinaires tous les 2-3 ans. Derrière, on décline en fait dans chacun de ces objectifs par grands leviers, grandes thématiques. Et on en a, pour faire simple, entre 5 et 10 derrière chacun de ces objectifs. Derrière, il y a tout un travail d'essayer de recenser quels sont les indicateurs qui sont adaptés derrière ces leviers. On va pas tourner autour du pot. Il y a des leviers sur lesquels on est très bien équipé en indicateurs. Il y a des leviers sur lesquels on est plutôt pauvre, parce que c'est plus qualitatif, c'est plus difficile à appréhender. Et donc là, on a un gros travail sur ces sujets-là. Et après, on va avoir un autre travail qui est, finalement, quand on regarde l'ensemble de ce qui est prévu dans nos métiers, on a peut-être, alors je parle sous contrôle de Marie, mais on a peut-être 400 actions qui peuvent être de nature très très hétérogène, des actions méta, des actions de long terme, des actions beaucoup plus court terme. Et donc on a aussi un enjeu d'essayer de structurer tout ça, toute cette matière, pour en faire quelque chose qui soit utilisable à un niveau synthétique, pour mobiliser l'ensemble de l'entreprise vers l'avenir, pour pouvoir décrire aussi une histoire compréhensible pour les acteurs internes, les parties prenantes, aussi notre gouvernance. Donc on a un gros travail d'analyse, mais on a aussi un gros travail devant nous de synthèse pour arriver à faire quelque chose de véritablement utilisable par rapport à la mobilisation qu'on veut derrière. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas suffisamment précisément, peut-être. Non, mais moi je suis dans. Enfin, juste. Je fais totalement écho à ce qu'on est en train de vivre. Hein. On est complètement en train de le construire, mais clairement, derrière tout ça, il y a un travail un peu de déclinaison, un peu en arbre. Donc il y a des thématiques, on appelle ça des inducteurs, en bref. Après, on liste les actions, et après, effectivement, il faut prendre les grands indicateurs, parce qu'en fait, on peut construire plein. En fait, on en a toujours plein des indicateurs. La question, c'est lesquels sont les plus pertinents, et sur lesquels, et ceux sur lesquels on veut vraiment, ça va créer des zones de frottement. Et vis-à-vis du comité, voilà, être aussi le levier d'un dialogue pour expliquer, voilà, quand on y est, pourquoi, et quand on n'y est pas, pourquoi, et comment on fait pour progresser. Donc on est vraiment dans la même logique. Et après, c'est une fois qu'on a, je dirais, construit ces indicateurs qui sont aussi légitimes, je pense, avec lesquels on aura pu échanger avec notre comité de parties prenantes, je pense qu'on pourra aussi,
on aura certainement des ajustements. Et après, rentrer dans la phase aussi de définition des objectifs, qui évidemment est très important quand on a défini des indicateurs. En d'autres termes, les objectifs de résultat, ils seront sur plus du court terme. C'est-à-dire que les objectifs sont fixés sur 1 à 2 ans, mais donc non statutaires, donc ils seront dans les rapports. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question? Alors peut-être on va en prendre deux. Je me demande simplement comment tout ça ne duplique pas le plan RSE de vos boîtes. Comment on ne duplique pas le travail avec des objectifs, des indicateurs qui sont phase. Eh bien, en fait, nous, comme on a choisi de le faire avec la même équipe, c'est à nous d'arriver à ne pas être schizophrène et à capitaliser sur tout ce qui préexistait, éventuellement à le compléter, peut-être à le remanier sur certains aspects. Mais moi, je ne ressens pas cette schizophrénie parce que pour nous, c'est dans la continuité, en fait. Il y a une sorte de logique qui intègre finalement la RSE assez simplement. Je ne vais pas vous survendre la simplicité, mais... C'est que la RSE est restructurée. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des chantiers RSE qui vont se retrouver vers le bas du référentiel et d'autres qui vont se retrouver, parce que Vito regarde la raisonnée, vers le haut du référentiel. C'est tout. Il y a un gros travail de l'articulation. Oui. Oui, Oui. tout à fait. Mais Donc il faut refaire la stratégie RSE. il ne faut pas forcément la refaire. En fait, il faut simplement. C'est quand même un peu la base. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui existent. Donc l'idée, c'est pas de tout refaire à zéro. C'est de prendre ce qui existe, d'en faire des actifs sur lesquels on dit bah là on est bon là-dessus, et puis se dire bah oui, mais les sujets sur lesquels il faut progresser, il y en a d'autres. Et puis je dirais que de toute façon, il y a dans les engagements, il y a des choses qui vont au-delà de la RSE par définition. Nous, il y a des engagements aussi autour de notre offre, et ça, c'est pas juste c'est pas de la RSE, hein, c'est quand on est à l'écoute de nos clients, c'est pas de la RSE, c'est simplement de la relation client, et c'est aussi un vecteur de performance d'entreprise au-delà de la RSE. Donc pour ça que dans le socle, dans ce qui rentre, dans les intrants, il y a toute la partie RSE, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Alors par correction pour les intervenants qui suivent, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous en tout cas, merci beaucoup à tous.